La première chose que j'ai vue, c'est l'effondrement du visage de mon père, la fierté, la prestance militaire, la confiance inébranlable qu'il portait comme un uniforme. Tout cela s'est simplement dissous sous les lumières de la grande salle de bal. L'air est devenu lourd et silencieux, chargé de la question non posée qui planait au-dessus de la tête de chaque amiral et officier décoré dans la pièce, puis est venue la voix du secrétaire à la défense. Pas forte, mais si précise et froide qu'elle a tranché à travers tout. Monsieur, cette chanson appartient à la brigade fantôme. Je l'ai observée depuis mon siège au grand piano, mes doigts encore posés sur les touches. Mon expression était un mur de neutralité soigneusement construit, mais derrière, mon esprit bouillonnait. Il a vu une petite fille jouer un air idiot. Eux ont entendu un fantôme confirmer son existence. En cet instant unique et figé, mes deux mondes sont entrés en collision avec la force d'un déplacement de plaques tectoniques, et j'ai su que rien ne serait plus jamais pareil. 2 heures plus tôt, j'étais juste une ombre à ses côtés. Je me tenais avec mon père, le capitaine à la retraite Robert Jensen, un homme dont l'identité entière était soudée à la Navy qu'il avait connue. Il tenait court, sa voix un grondement familier d'histoires de guerre ancienne et d'importance personnelle. Lorsqu'un contre-amiral s'est approché, mon père m'a désigné d'un geste dédaigneux. « Et voici ma fille, Sarah », a-t-il annoncé. Elle travaille aussi pour la Navy. Elle pousse du papier à Formide. Un bon travail stable. Ça l'empêche de faire des bêtises. Il a cligné de l'œil, et l'amiral m'a adressé un sourire poli, légèrement confus. J'ai ressenti la piqûre familière et brûlante de l'humiliation, une nouvelle entrée dans le long registre de ma vie, où j'étais traitée comme une note de bas de page. Plus tard, après le dîner, son humeur est devenue théâtrale. Il a repéré le piano sur la petite scène, et une joie cruelle a illuminé ses yeux. Mesdames et messieurs, un vrai régal. Il a beuglé, s'assurant d'avoir l'attention des tables environnantes. Ma fille avait une voix comme un oiseau chanteur. Sarah, monte là-haut, joue-nous un air. Ne te ridiculise pas. Il a ri, et ses amis ont ri avec lui. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre enveloppé dans une blague conçue pour rappeler à tout le monde, y compris à moi, que j'étais sa petite fille. Là pour son divertissement? Des centaines d'yeux se sont tournés vers moi, et j'ai senti le poids écrasant de tout cela. Sa condescendance, l'attente publique, les années d'être sous-estimé. Il pensait que c'était une blague inoffensive, une autre occasion de me traiter comme la note de bas de page familiale. Il n'avait aucune idée qu'il venait de m'ordonner de violer le protocole devant toute la chaîne de commandement naval. Pour comprendre le règlement de compte qui a suivi, il faut comprendre les 2 vies que je menais. Pour comprendre le mur de silence que j'ai construit entre ma famille et mon travail, il faut comprendre qu'il y avait vraiment 2 versions de moi. Il y avait la version familiale, la Sarah calme, décevante, insignifiante, qui était douée avec les ordinateurs. Et puis il y avait la vraie moi, celle qui vivait et respirait dans l'air silencieux et réfrigéré des installations gouvernementales sécurisées. L'écart entre ces 2 personnes n'était pas juste un malentendu. C'était un secret opérationnel soigneusement maintenu. Je me souviens d'un Thanksgiving. Toute la maison embaumait la dinde et la fierté envahissante de mon père. Il se tenait en bout de table, verre levé haut, pour porter un toast à mon cousin David, qui venait de terminer l'école de pilotage de base, à David, a beuglé mon père. Un vrai homme de la Navy, pilotant de vrais jets, la pointe de la lance. Tout le monde a applaudi et David, le pauvre, a tout absorbé. Les louanges étaient une couverture épaisse et chaude, et j'ai regardé depuis le froid, sentant le frisson familier de ma propre invisibilité. Plus tard, pendant un creux dans la conversation, j'ai essayé de combler l'écart. J'ai essayé de partager un morceau de mon monde. J'ai eu une bonne nouvelle cette semaine. En fait, ai-je dit, ma voix parvenant à peine à travers le bavardage post-dîner, j'ai réussi mon examen final d'analyse de signaux. Je ne leur ai pas dit que c'était un examen oral épuisant de 3 jours, devant des spécialistes qui essayaient de me briser. Que le réussir était la plus grande réussite intellectuelle de ma vie, je n'ai offert que le titre, espérant une once de reconnaissance. Mon père, qui était à mi-chemin d'une part de tarte, a regardé vers moi et m'a tapoté la main avec condescendance. « C'est bien, ma chérie, encore des tableaux et des graphiques. C'est super. » Il s'est tourné vers mon oncle. De toute façon, comme je disais à propos du vecteur de poussée de l'F-35, le rejet était si décontracté, je suis complète, que ma victoire monumentale a été réduite à une tâche administrative. Pendant qu'il parlait, je n'ai pas juste ressenti cette insulte unique,
J'ai ressenti le poids de toutes les autres. Le registre interne enregistrait tout. Je me souvenais des 5 000 $ qu'il avait donnés à mon frère pour une idée d'entreprise qui avait échoué en 6 mois, alors que j'avais travaillé à 2 emplois à l'université pour remplacer mon propre ordinateur portable. J'ai vu toutes les années de «L'argent est serré» et «Nous devons soutenir la confiance de ton frère» mises à nu. C'est alors que ma mère, Eleanor, une femme qui traitait la paix familiale comme une religion et mon père comme son grand prêtre, s'est penchée vers moi. Son murmure était teinté d'une tyrannie douce familière. Ne rivalise pas, Sarah, a-t-elle murmuré en me serrant le bras. Laisse les garçons avoir leur moment. Tu sais comment est ton père? Ces mots n'étaient pas destinés à me consoler. Ils étaient destinés à me corriger. Ils étaient un rappel de mon rôle. Être calme, être petite, ne pas faire de vagues. Pour mon père, j'étais le commandant Clavier, un petit surnom amusant qui ressemblait moins à de l'affection et plus à une marque gravée dans ma peau. Maintenant, laissez-moi vous montrer mon autre vie. Imaginez une pièce sans fenêtre, enterrée si profondément sous terre que vous pouvez sentir le poids de la terre au-dessus de vous. La seule lumière est la lueur bleue froide des moniteurs, et le seul son est le bourdonnement constant et bas des serveurs et des climatiseurs industriels. C'était mon sanctuaire. C'était mon vrai bureau. Et dans cette pièce, je n'étais pas le commandant Clavier, je n'étais pas petite. Je me tenais devant un panel d'officiers généraux, le genre d'homme dont mon père parlait avec une admiration révérentielle. J'étais plus jeune alors, mais je me sentais ancienne dans cette pièce. Parmi eux se trouvait le général Hale, un amiral 4 étoiles, dont les yeux fatigués ne manquaient absolument rien. Derrière moi, un écran massif affichait non pas des tableaux et des graphiques, mais des lignes cascadantes, de codes bruts interceptés d'un réseau satellite d'une nation hostile. C'était une tempête numérique, un mur de bruit conçu pour être impénétrable. J'ai pointé une séquence spécifique. Le bavardage n'est pas du bruit. Ai-je dit, ma voix stable et claire. C'est un motif. Leur système utilise une clé chiffrée quantique, une très bonne. Mais ils ont commis une erreur. J'ai zoomé sur une chaîne de données clignotantes. Il y a une fréquence harmonique dans le statique. Un signal fantôme. C'est un écho algorithmique qu'ils n'ont pas prévu. Je peux l'utiliser pour construire une clé. Nous pouvons entrer. Le silence qui a suivi n'avait rien à voir avec le silence à la table familiale. C'était le silence d'un calcul intense. C'était du respect. Le général Hale s'est penché en avant, son regard fixé sur moi. « Commandant » a-t-il dit. Et le titre n'était pas une blague. C'était une affirmation de fait. « Êtes-vous sûr ?» Sa question n'était pas un défi. C'était la vérification finale avant de déclencher un ouragan. J'ai soutenu son regard sans ciller. « Je ne devine pas. Général, je lis la musique. » Ce jour-là, mon analyse a empêché une crise géopolitique et a conduit à la création d'une nouvelle direction hautement classifiée. Nous n'avions pas de nom officiel, mais la communauté du renseignement avait des murmures. Ils nous appelaient la Brigade Fantôme. La musique que je lisais est devenue la base de notre travail. Et la chanson que mon père m'a forcé à chanter au gala, c'était notre hymne, notre poignée de main secrète. Nous l'appelions la clé du ménestrel, une mélodie simple et hantante dont les paroles formaient un dispositif mnémonique. La racine même d'un algorithme de décryptage qui pouvait déverrouiller nos communications les plus sécurisées, c'était un morceau vivant d'informations classifiées, connu de moins d'une douzaine de personnes sur la planète. Un secret qui, par sa nature même, garantissait que ma propre famille ne me connaîtrait jamais vraiment. Pendant des années, j'avais gardé mon monde séparé. Je les laissais croire que j'étais une secrétaire glorifiée parce que c'était plus facile que d'expliquer un travail que, par la loi, je ne pouvais pas décrire. Mais cette nuit-là, mon père ne m'insultait pas seulement. Il m'ordonnait de mettre en risque toute la communauté du renseignement pour un rire bon marché. Il ne respectait que les règles de son monde. Le rang, le protocole et le pouvoir. Alors j'ai décidé que je leur parlerais enfin dans la seule langue qu'ils comprenaient. Tandis que mon père se tenait là, souriant et gesticulant vers le piano. Une chose étrange s'est produite. La piqûre chaude et familière de l'humiliation qui avait été ma compagne constante pendant des années a commencé à refroidir. Elle s'est retirée, laissant derrière elle quelque chose de froid, de calme et d'intensely clair. Toute l'émotion s'est écoulée de moi et mon entraînement a pris sa place. J'ai vu la situation pour ce qu'elle était. Un problème tactique. Une explosion émotionnelle n'aurait fait que prouver son récit selon lequel j'étais une enfant hystérique.
Refuser son ordre devant ses pairs m'aurait fait passer pour têtue et irrespectueuse. Les deux étaient des mouvements perdants. Le seul mouvement gagnant était de redéfinir les termes de l'engagement. Ce ne serait pas une dispute, ce serait une correction formelle du dossier. Mes yeux, qui étaient mal baissés un instant plus tôt, se sont levés. Je ne regardais plus une fête. Je scannais un champ de bataille. Mon regard a balayé les visages souriants et s'est posé sur la table d'honneur. Mon esprit, une machine entraînée pour l'évaluation des menaces, a commencé à constituer un dossier. Le secrétaire à la Défense, il avait été briefé sur les opérations du deuxième trimestre de la brigade Fantôme le mois dernier, le chef des opérations navales. Il avait personnellement autorisé l'opération Écho silencieux, et assis juste à côté de lui se trouvait le général Hale, mon parrain d'unité, et l'homme qui avait vu mon potentiel toutes ces années plus tôt dans cette pièce sans fenêtre. La réalisation m'a frappé avec la force d'un choc électrique. Mon père, dans son arrogance magnifique et aveuglante, avait assemblé le seul jury au monde qui pourrait jamais comprendre mon témoignage. Le plan ne s'est pas formé lentement, il est simplement apparu, pleinement formé et parfait. Je pouvais chanter une chanson de comédie musicale et jouer le rôle de la fille obéissante. Je pouvais chanter l'hymne de la Navy et être la patriote. Mais les deux options étaient une forme de capitulation. Non, je performerais la clé du ménestrel. Pour 99% de la salle, ce serait une étrange petite chanson folklorique oubliable. Mais pour ce 1% à la table d'honneur, ce serait l'équivalent de moi enlevant la goupille d'une grenade au centre de la pièce. C'était un risque monumental. Une danse juste au bord de la violation du protocole. Mais des années à être faites pour me sentir petite m'avaient enfin poussée au-delà du point de prudence. Un calme s'est installé sur moi. La tension dans mes épaules s'est relâchée et j'ai regardé directement mon père. J'ai même réussi un petit sourire serein. D'accord? Papa, ai-je dit, ma voix parfaitement égale, je chanterai pour toi. Il a rayonné, pensant qu'il avait gagné. Il m'a conduite au piano comme un poney de prix. Il n'avait aucune idée qu'il ne me conduisait pas à une performance. Il me conduisait à un débriefing et qu'il lancerait le sujet. Je me suis assise au piano, le bois poli frais sous mes doigts. Un silence respectueux est tombé sur la grande salle de bal du musée de la Navy. Le tintement des verres et le bourdonnement bas des conversations s'éteignant, mon père se tenait à côté du piano, la poitrine gonflée de fierté. Dans son esprit, c'était son moment, une démonstration de sa charmante famille pour que tous ses anciens collègues la voient. Il m'a donné un petit hochement de tête. Un roi accordant à son bouffon la permission de commencer, j'ai pris une inspiration profonde et stable. Ce n'était pas pour les nerfs, c'était la même inspiration que je prenais dans les moments silencieux avant qu'une opération ne démarre. C'était une inspiration pour concentrer l'esprit, puis j'ai commencé à jouer. La mélodie était simple, presque une berceuse, mais elle était hantante. Elle a résonné dans la vaste salle au plafond haut, un fil de son discret dans une mer de silence. Ma voix, quand j'ai commencé à chanter, n'était pas théâtrale. Elle était claire, calme et complètement dépourvue d'émotion. C'était une récitation, un signal. La marée monte par une nuit sans lune. Quelques personnes ont souri poliment. Mon père rayonnait. Le fantôme veille avec une seconde vue, et c'est alors que ça a commencé. À la table d'honneur, j'ai vu le général Hale, qui faisait tourner son brindille. Se figer en pleine action, ses mains se sont arrêtées. Le verre tenu parfaitement immobile. Ses yeux se sont fixés sur moi. Quelques sièges plus loin, le chef des opérations navales, qui levait une fourchette à sa bouche, l'a lentement abaissée jusqu'à ce qu'elle clique doucement contre son assiette. Le son était comme un marteau tombant dans le silence de mort. Leurs masques professionnels, les expressions polies et détachées d'hommes au pouvoir, avaient disparu. À leur place, un regard d'alarme stark et pur. L'atmosphère joviale du gala n'a pas juste faibli. Elle a été éteinte, étouffée en un instant. J'ai soutenu leur regard tandis que je chantais les dernières lignes. Ma voix ne vacillant jamais, la cloche silencieuse sonne une fois pour toi, mais jamais pour toi et moi. La dernière note a plané dans l'air un moment, puis s'est estompée. Le silence était absolu. Ce n'était pas le silence d'applaudissements polis attendant de survenir, c'était une chose lourde, suffocante, chargée de questions non dites et du poids soudain et terrifiant de l'autorité. Le temps semblait s'étirer, se déformer, et puis, le secrétaire à la Défense a bougé. Il n'a pas juste tourné la tête, il a pivoté tout son corps sur sa chaise, un mouvement lent et délibéré, jusqu'à ce qu'il fasse face à mon père directement. Il m'a complètement ignoré.
Pour lui, j'étais une quantité connue, mon père. Cependant, il était une variable inconnue qui venait de trébucher dans un champ de mine. Quand le secrétaire a parlé, sa voix était dangereusement basse. Pourtant, elle portait à travers toute la salle « Capitaine Jensen ». Il a utilisé le rang à la retraite, avec une formalité glaçante. Ce n'était pas une adresse entre pairs. C'était un officier supérieur s'adressant à un subordonné. « Où votre fille a-t-elle appris cette chanson ?» Mon père, encore béatement et catastrophiquement inconscient, a laissé échapper un rire nerveux. « Oh, ça » a-t-il dit en agitant une main dédaigneuse. Juste une petite ritournelle idiote qu'elle a inventée il y a des années. Elle griffonnait toujours des trucs. Celle-là, les mots, destinés à être charmants et autodérisoires, sonnaient complètement idiots dans le silence écrasant. Cet effet est les mots d'un homme expliquant le dessin d'un enfant à un panel de critiques d'art. Le visage du secrétaire s'est durci, ses yeux se transformant en éclats de glace. « Monsieur » a-t-il dit, et ce seul mot était une contradiction directe, une réprimande formelle de toute la déclaration de mon père. Cette chanson appartient à la brigade fantôme. Il a marqué une pause, laissant le nom s'installer dans la pièce. C'est un signal de reconnaissance pour l'une de nos directions de renseignement les plus sensibles. C'est un morceau de données opérationnelles classifiées. Une autre pause, celle-ci encore plus accablante. Ce n'est pas idiot. Et ce n'est certainement pas inventé. La couleur s'est vidée du visage de mon père. Il avait l'air d'avoir été frappé. « Brigade fantôme » a-t-il bégayé, le nom accrochant dans sa gorge comme du verre brisé. Je pouvais voir les rouages tourner dans son esprit. Il était un homme de la Navy. Il connaissait les murmures, les histoires de fantômes sur l'unité de guerre cybernétique qui combattait et gagnait des guerres depuis des pièces sans fenêtres, dont les membres étaient les légendes invisibles de l'armée moderne. Il a regardé du visage furieux et glacial du secrétaire à moi, encore assise au piano, et je l'ai vu dans ses yeux. Pour la toute première fois de ma vie, il me voyait vraiment. Pas Sarah, pas sa petite fille, pas le commandant Clavier, mais un officier, un opérateur, les surnoms dédaigneux, les blagues condescendantes, les années d'être ignoré. Je pouvais voir tout cela défiler derrière ses yeux, une vie entière de sa propre ignorance, se jouant dans un montage horrifiant. Son corps a réagi avant que son esprit ne puisse. Le père fier a disparu, et une vie d'entraînement a pris le relais. Son dos s'est redressé, ses épaules se sont carrées, pas par fierté, mais dans la posture involontaire et rigide d'un subordonné se faisant réprimander par un officier vastly supérieur. Mon père avait passé toute ma vie à me questionner sur l'histoire et le protocole naval. À la fin, il n'a fallu que 21 mots pour qu'il apprenne la règle la plus importante. On ne compromet jamais, jamais un fantôme. Dans le silence retentissant qui a suivi le jugement du secrétaire, le général Hale s'est levé de sa chaise. Il s'est déplacé avec l'objectif brisque et indéniable d'un homme habitué à prendre le contrôle de situations chaotiques. Il n'a pas regardé mon père. Il s'est dirigé directement vers moi au piano. Sa voix était basse, urgente, et pour mes oreilles seulement. « Commandant » a-t-il dit, et le son de mon vrai rang prononcé si clairement. Dans cet espace était une coupure finale et définitive de l'ancienne réalité. Marchez avec moi. Maintenant, il a posé une main ferme, mais pas une canne sur mon coude. Et je me suis levée. Ce n'était pas une suggestion, c'était une extraction. Il m'a guidée loin du piano, loin des décombres de la perception de ma famille, tandis que nous passions la table d'honneur. Le secrétaire à la défense a croisé mon regard. Il m'a donné un seul hochement de tête subtil. Ce n'était pas une excuse pour le désordre public, c'était une reconnaissance, un signe de respect d'un professionnel à un autre. Une confirmation silencieuse qu'une correction de trajectoire nécessaire, bien que douloureuse, avait été faite. Je n'ai pas résisté. J'ai laissé le général me guider vers la sortie, vers mon vrai monde. Je me suis permis un dernier regard en arrière. Mon père était encore là, une île solitaire au milieu de la salle de bal. L'institution qu'il avait adorée toute sa vie, la communauté dont il avait soif de respect par-dessus tout, lui avait collectivement tourné le dos. Personne ne croisait son regard. Ma mère se tenait à côté de lui, paraissant petite et perdue. Une citoyenne d'un pays dont le gouvernement venait de s'effondrer. Une année peut tout changer. Elle peut sembler une vie entière. Le souvenir de ce gars-là s'est estompé, non parce qu'il était oublié, mais parce qu'il a été remplacé par une nouvelle réalité plus puissante. Ma nouvelle réalité avait une plaque nominative. Elle était sur une porte en bois poli dans un couloir calme et sécurisé du Pentagone. Les lettres en laiton frais et plein à mon nom. Mon rang et mon objectif, directrice.
Task Force 17, Brigade Fantôme, CDRS, Jensen. Franchir cette porte chaque matin ressemblait plus à rentrer à la maison que ma maison d'enfance ne l'avait jamais fait. À l'intérieur, il n'y avait pas besoin de performance ou de justification. Je n'étais plus l'observatrice calme espérant une place à la table. J'étais à sa tête. Je me tenais devant un écran interactif massif, une carte globale vivante de flux de données, et je dirigeais des briefings avec une équipe des analystes, opérateurs et ingénieurs les plus brillants du monde. Ils étaient à mes gens. Nos interactions n'étaient pas gouvernées par l'ego ou les dynamiques familiales, mais par une mission partagée et un respect profond et implicite pour la compétence. Une question de mon analyste le plus jeune était considérée avec la même gravité qu'une suggestion de mon directeur adjoint. Nous parlions la même langue, un raccourci complexe d'acronymes et de théories opérationnelles. Nous lisions tous la même musique. C'était ma famille. Pas une de sang, mais une forgée dans le feu silencieux de la compétence. Une nuit, je travaillais tard. La seule lumière dans mon bureau venant de la lueur de mon moniteur, tandis que je relisais des rapports post-action d'une opération récente. Mon téléphone a vibré sur le bureau. Une petite intrusion dans le calme concentré de mon travail. J'y ai jeté un œil et vu une notification d'email. L'expéditeur était mon père. C'était le premier contact direct que nous avions eu en un an. La ligne d'objet était vide. Mon doigt a plané sur l'écran un moment avant de l'ouvrir. Le message était court. Dépouillé de tout son bluster habituel, c'était l'écriture d'un homme qui avait enfin épuisé ses mots. Ils m'ont parlé de la commandation, disait-il. Ta mère et moi, nous sommes fiers de toi? J'avais tort. J'ai lu les mots une fois, puis une seconde. Une version plus jeune de moi aurait pleuré. Une version plus amère aurait ressenti un sursaut de triomphe. Mais tandis que j'étais assise là, dans le cœur calme de mon monde gagné, j'ai ressenti une immobilité profonde. Le registre interne que j'avais tenu si longtemps était vide. Les dettes avaient été effacées, le compte réglé. Son approbation, la chose autour de laquelle j'avais autrefois structuré inconsciemment toute ma vie, n'était plus que des données sur un écran, c'était de l'information à traiter. Rien de plus. Ma paix n'était plus contingente à sa validation. Mon héritage était sécurisé parce que je l'avais construit moi-même. Avec un simple tapotement délibéré de mon doigt, j'ai déplacé l'email dans mon dossier d'archives. Ce n'était pas un acte de colère ou de pardon. C'était juste du classement. J'ai tourné toute mon attention vers l'écran luminescent devant moi, vers la mission. J'ai regardé la matrice de menace globale. Un réseau scintillant de lumière et d'ombre s'étendant sur les continents. Ma propre réflexion était là, un fantôme fin superposé sur le monde. Calme et concentré. J'étais exactement là où je devais être. Mon père croyait qu'un héritage était quelque chose qu'on transmet. J'ai appris qu'un vrai héritage est quelque chose qu'on construit en silence et qu'on fait reconnaître par les seules personnes qui comptent. Parfois, le travail le plus important reste invisible pour les gens les plus proches de nous. Si vous avez déjà vu votre expertise écartée pour être vindiquée plus tard, partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Dans cette communauté, votre indicatif d'appel est toujours respecté.